Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur des résultats des élections législatives en Israël, à en juger par des informations diffusées par des médias et après le dépouillement de 97% des bulletins de vote, le bloc de droite mené par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait remporté la victoire lors de ces élections législatives. Mais s'agissant du parti Likoud dirigé par Benjamin Netanyahou, il serait à égalité avec le parti de Benny Gantz de 35 sièges chacun. Il s'agit d'une victoire très fragile pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a obtenu cette victoire fragile en jouant toutes ses cartes. Il a joué la carte de la provocation, surtout à l'endroit des Arabes qui habitent en territoire occupé. Il a joué la carte de l'annexion de la Cisjordanie. Il a joué la carte de la réoccupation de la bande de Gaza. Il a bénéficié également de son ami américain de Donald Trump, qui a reconnu la souveraineté illégitime d'Israël sur le Golan occupé. Donald Trump qui s'est livré dans une nouvelle rhétorique anti-iranienne à la veille des élections législatives israéliennes. On va vous en parler avec deux invités, deux juristes et spécialistes des questions internationales. J'ai avec moi pour cette émission depuis Paris un juriste français spécialiste des questions internationales au téléphone, Monsieur Arnaud Develay. Monsieur Develay, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour aux auditeurs et bonjour à mon interlocuteur. Bonjour à vous et merci à vous, Monsieur Develay. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission par Skype depuis à Alsace un autre juriste spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous tous. Maître Chamy, on va commencer avec vous notre émission. Comme première question, quelle analyse portez-vous sur les résultats de ces élections législatives israéliennes? À mon sens, pour le moment, c'est encore trop tôt pour faire des perspectives par rapport à ce qui va se passer dans cette entité sioniste. Il y a effectivement une constante, c'est qu'il est incontestable que Benjamin Netanyahou a bénéficié d'une aide extérieure et d'une campagne qui a été menée à l'extrême. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui font le distinguo entre extrême et centre, parce que ce pays est constitué d'une seule idéologie, c'est l'idéologie sioniste. Après, c'est à la marge, c'est-à-dire pour la politique intérieure, vous avez des gens qui disent qu'ils sont de gauche et d'autres qui sont au centre et encore une autre partie qui serait à droite ou à l'extrême droite. Mais en réalité, il y a une idéologie qui est l'essence de cette entité. Et c'est de là que vient le problème. Maintenant, sur le plan électoral interne, ça n'a d'impact, encore une fois, que en ce qui concerne la politique intérieure. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des mesures sociales? Est-ce qu'il va y avoir des privatisations? Est-ce qu'il va y avoir telle ou telle gestion? Est-ce qu'il va y avoir telle ou telle décision? Et il y aurait juste deux questions qui seraient en quelque sorte débattues et qui concerneraient l'extérieur. Ça serait la défense, ce qu'on appelle la question de la guerre avec l'extérieur, parce que c'est un pays qui est toujours en guerre avec l'extérieur. Et deuxièmement, la politique étrangère. La politique étrangère, jusqu'à maintenant, de ce pays-là était menée de manière globale, de manière souterraine. Maintenant, Netanyahou, en tout cas depuis quelques années, Netanyahou a voulu porter sur la place publique les, on va dire, les accords ou les rencontres qu'a eu lieu les représentants de cette entité avec le monde extérieur, notamment par rapport au monde arabe.
effectivement, il a marqué des points sur ce point-là en disant « Regardez voir, moi je suis en train de tout normaliser ». Mais c'est un faux débat parce que les entités avec lesquelles il a normalisé ou il prétend avoir normalisé existaient déjà dans les contacts avec l'entité sioniste, et c'est depuis des années. Je parlerai du Maroc, je parlerai d'Oman, je parlerai du Maghreb. Bien entendu, ces pays-là ont toujours eu des contacts avec Israël, que ce soit de manière directe ou indirecte. Par conséquent, il resterait juste la question du futur, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait des actions militaires qui pourraient être menées par cette entité vis-à-vis de l'extérieur, et quelles seraient les menaces que cette entité considère comme étant vitales pour son existence. Ce sont les questions fondamentales pour cette entité. Pour le reste, que ce soit Benny Gantz, qui est un militaire et qui a fait ses preuves, si j'ose dire, dans ce domaine, et il n'a jamais eu de mots gentils, si j'ose dire, par rapport au monde qui entoure cette entité sioniste, que ce soit les extrémistes de droite, notamment le nouveau parti Force juive, ou les autres forces, que ce soit Notre Maison Israël, avec Benny, j'ai pas son nom là tout de suite en tête, toutes ces forces-là, il n'y a pas de véritable distinguo, si ce n'est, comme je le disais, à la marge, et surtout qui va plus vers l'extrême. Mais en réalité, quand il s'agit de décisions fondamentales par rapport à l'entité sioniste, ils seront tous dans le même camp et ils vont se retrouver, comme cela s'est passé par le passé, dans ce qu'on appelait les gouvernements d'union nationale. C'est-à-dire rien ne changera. Maintenant, quelles seraient les conséquences par rapport aux élections? Nous verrons si les coalitions vont avoir lieu. Effectivement, sur le papier, cette coalition sera en faveur de Benjamin Netanyahou. Est-ce que Benny Gantz va pouvoir sortir avec une nouvelle coalition? On ne le saura pas. Tout dépendra également de ce qui va se passer avec les partis ou les coalitions communistes et les partis arabes. Est-ce que ces gens-là vont être exceptionnellement, ou en tout cas pour la circonstance, être aux côtés de Benny Gantz pour éviter l'arrivée au pouvoir de Netanyahou? Je l'ignore, nous verrons bien, mais il n'en reste pas moins que Netanyahou lui seul ne peut pas diriger le pays. Et il y aura également le problème fondamental chez eux, c'est le problème des juifs orthodoxes qui refusent de faire le service militaire, malgré les décisions de justice, en tout cas malgré la position adoptée par la Cour suprême. Toutes ces questions-là, qui auraient été à l'origine de la décision de dissolution prise par Netanyahou au mois de décembre dernier, est-ce que ça va aboutir à déclencher soit une mini-révolution à l'intérieur de la société israélienne parce que les Maître Jamy, de participer au service militaire. Et ça, c'est un problème fondamental pour le régime. Maître Jamy, là, vous soulevez un point très très important et intéressant. Nous allons revenir sur ce point plus tard dans cette émission. Maître Devolé, venez d'entendre les explications de Maître André Chamy. Maître Chamy dit qu'il ne faut pas faire une distinction s'agissant en fait de cette entité israélienne du centre, de droite et de gauche, parce que selon l'expression de Maître Chamy, cette entité est bercée dans une seule et unique idéologie, c'est l'idéologie sioniste. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Devolé? Écoutez, j'aurais malheureusement tendance à être d'accord avec Maître Chamy, en sens où, et on le voit depuis maintenant une quinzaine d'années, ou plus précisément depuis l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rabin, la société israélienne a complètement basculé dans une forme de radicalité, une paranoïa. La légitimité qui pouvait découler de ceux qui avaient à l'époque servi dans l'armée et qui s'étaient illustrés du point de vue israélien, en tout cas dans les différentes agressions qui ont ponctué l'histoire de cet État colonial depuis 1948, avait une certaine forme de réalisme. Et tout ça disparaît après l'assassinat de Rabin.
où on nous a fait croire que, bon, sous l'égide de Simon Pérez à l'époque, les choses allaient s'arranger, mais en fait, d'ores et déjà, la solution des deux États était avec du plomb dans l'œil. Il n'a jamais été question d'une solution à deux États. C'est une guerre qui a duré près d'un quart de siècle et force est d'avouer que tous les gouvernements qui se sont succédés depuis, que ce soit donc Netanyahou la première fois en 98, que ce soit ensuite Ehud Barak, que ce soit ensuite Ariel Sharon, dont on ne va pas revenir sur la triste réputation, que ce soit après avec celui qui avait été condamné pour des faits de corruption, je ne me souviens plus de son nom, en 2006, bon bref. Et ensuite, donc avec le retour de Netanyahou qui a fait preuve d'un cynisme à toute épreuve, dans le sens où il s'est toujours déporté davantage vers la droite, donc il a institutionnalisé ce glissement idéologique vers une radicalité qui le voit maintenant fonder des coalitions avec des gens comme Avigdor Lieberman, donc effectivement le patron de notre maison Israël mais Netanyahou, quelque chose comme ça. Mais aussi d'autres personnages beaucoup plus radicaux encore, si on peut s'en convaincre, comme ce monsieur Bennett, qui nous vient de Brooklyn, si je ne m'abuse. Et donc la dernière, la ministre de la Justice, qui d'ailleurs fait campagne ouvertement en se réclamant du fascisme tout en but. Donc ce qu'on a pu voir, c'est au contraire une espèce de réorientation idéologique où maintenant cette tendance sous l'égide de Netanyahou, un petit peu celui qui a institutionnalisé cette pensée, le voit maintenant créer des alliances avec les partis populistes en Europe, mais aussi aux États-Unis, de façon à créer une espèce de fusion idéologique entre le nationalisme européen et l'idéologie sioniste. Ça lui permet, ce faisant, de développer des alliés en prenant à contre-pied tous les fondements idéologiques de l'antiracisme tels qu'on a pu les concevoir depuis 30-35 ans, et ce faisant, obtenir effectivement donc des coalitions, tout en manœuvrant dans la région du Moyen-Orient avec les pays du Golfe, où il est question de, moyennant certaines garanties militaires ou de défense, ou en tout cas de convergence stratégique, de séparer effectivement le camp arabe, où il est question maintenant pour les monarchies de faire du business, de laisser tomber la cause palestinienne qui est le fondement idéologique qui devrait normalement souder le monde musulman, et ce faisant donc diviser pour régner. Netanyahou est un professionnel de cela, c'est quelqu'un qui n'a aucune inhibition, et surtout quelqu'un qui a tellement d'affaires le concernant, lui et son épouse, qu'il est obligé dans sa tête de toute façon de rester au pouvoir pour esquiver toutes ces enquêtes. Donc maintenant effectivement pour l'élection pour elle-même, avec 97% des suffrages exprimés, on semble se retrouver vers un résultat ex aequo entre Netanyahou, le parti de Netanyahou et la coalition donc dirigée par l'ancien général Benny Gantz, mais dans un système de proportionnel intégral. Et ce, même si le président Rivlin, qui constitutionnellement peut décider de solliciter Benny Gantz pour essayer de former une coalition, il semble difficile d'imaginer que ce dernier puisse y arriver dans la mesure où la synergie au sein des partis de la Knesset semble plutôt favorable à Benjamin Netanyahou. Et il est fort à parier que par la force des choses, même si ça prend plusieurs semaines, Netanyahou sera malheureusement reconduit comme Premier ministre. Maître Chami, Benjamin Netanyahou, comme l'a dit Maître de Voled, sera, pour reprendre son expression, malheureusement reconduit en fonction, en poste de Premier ministre pour une nouvelle fois. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, Maître Chami, en fait, choses qui ont abouti à l'effondrement
du gouvernement de coalition qui était conduit par Benjamin Netanyahou demeureront toujours. Parce que s'agissant en fait du bloc de droite qui aurait remporté la victoire lors de ces élections législatives, il y a le Likoud, il y a également le parti d'Avigdor Lieberman qui aurait obtenu 15 en fait sièges. Avigdor Lieberman qui était ancien ministre des Affaires étrangères et qui a quitté le gouvernement en raison de la défaite humiliante de l'armée israélienne et plus précisément de Benjamin Netanyahou face à la résistance de Gaza. Les problèmes demeurent toujours, Maître André Chamy. Le problème est un problème existentiel, je ne cesse de le répéter, et contrairement à ce qu'a dit mon ami Arnaud, je ne peux pas dire heureusement ou malheureusement, parce que si ça avait été Béligance, je n'aurais pas dit heureusement. Parce que pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, comme on dit en France. C'est-à-dire il n'y a pas de différence entre les deux, ce sont les deux faces de la même monnaie. En ce qui concerne les problèmes auxquels seront confrontés les dirigeants israéliens, quels qu'ils soient, de gauche, de droite, du centre, Likoud, Kadima, etc., ce sont les mêmes problèmes. Puisque aujourd'hui, contrairement aux apparences que donne ou tente de donner Netanyahou par rapport à la sécurité qu'il prétend assurer à ses, entre guillemets, citoyens, aujourd'hui cette entité est plus que jamais menacée. Il faut dire les choses comme elles sont. Il suffit de regarder la ceinture qui se trouve autour de cette entité. Vous avez la bande de Gaza, vous avez la frontière avec le Liban, vous avez également, même avec ce qu'on appelle les territoires occupés, notamment les territoires palestiniens considérés comme autonomes, et vous avez également le territoire syrien. Toute cette ceinture-là constitue des sources de menaces pour l'entité sioniste. Même si on va plus loin, au-delà de ces petites frontières, si j'ose dire, quel est l'ami le plus proche pour cette entité? Il n'y en a pas. Que vous alliez derrière la Syrie, vous avez l'Irak, l'Iran, etc. Derrière le Liban, vous avez toujours la Syrie. Derrière les territoires occupés, vous avez effectivement l'Égypte. Mais on ne peut pas considérer aujourd'hui, malgré l'accord de paix qui lie les deux parties, que le territoire égyptien était un territoire sûr pour les Israéliens, parce que le peuple égyptien demeure hostile à la présence israélienne et bien entendu à l'entité israélienne. Par conséquent, quel est le refus, si j'ose dire, en cas de difficulté pour l'entité sioniste? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, le problème se cristallise à travers ce que j'appellerais les nouvelles donnes militaires. Les nouvelles donnes militaires vont dans le sens de considérer ne serait-ce que les derniers groupes militaires qui existent dans le classement mondial, c'est-à-dire vous prenez le Hamas ou le djihad islamique, on ne peut pas considérer que ce sont des puissances militaires colossales, et bien même ces forces militaires constituent un véritable danger pour l'existence de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à partir du moment où vous menacez l'intérieur israélien et vous arrivez à toucher n'importe quel bout du territoire considéré comme faisant partie de l'entité sioniste, quels sont les citoyens ou les habitants qui voudraient y rester? Les Israéliens ont toujours parié sur l'idée de faire venir les Israéliens qui souhaitent y vivre. La question qui doit être posée aujourd'hui aux autorités israéliennes, ce n'est pas de savoir qui veut y vivre. La question est de savoir qui veut mourir pour cette entité. Et quand vous posez la question de manière sérieuse, vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup qui voudraient mourir pour cette entité. Et c'est là la question existentielle, c'est-à-dire quelle est la structure de la société israélienne qui serait prête à se sacrifier pour laisser vivre ou pour faire vivre cette entité. Et à mon avis, c'est là, sociologiquement, économiquement, politiquement, le plus grave problème qui se pose à la société israélienne. C'est-à-dire c'est un problème interne, c'est un problème inhérent à la société elle-même. Vous rajouterez à cela le problème des religieux qui refusent de servir dans le service militaire, c'est-à-dire de constituer les forces complémentaires à l'armée israélienne au Tsahal. Là également, vous avez une difficulté parce qu'il y a une frange de la population qui ne veut pas contribuer à ce projet
d'occupation et de ce projet de colonisation. C'est-à-dire ils acceptent d'appartenir à cet État pour une question de circonstances, mais ils ne veulent pas être considérés comme faisant partie de cet État parce qu'ils ne reconnaissent pas eux-mêmes son existence comme État. En tout cas, l'État juif promis par leurs autorités religieuses, en tout cas, qu'ils considéraient comme la terre promise. Aujourd'hui, pour eux, l'État d'Israël n'est pas la terre promise, parce que là, encore une fois, nous sommes dans l'idéologie. Et là, le problème se poserait, qui va accepter de mourir pour ce pays-là? Il n'y a pas que ceux qui refusent de faire le service militaire, mais même à l'intérieur de la population, nous avons vu, d'ailleurs ça a été dénoncé dans la presse israélienne, des fuites et des gens qui fuyaient devant les attaques menées par les résistants palestiniens et par les missiles palestiniens ou par les missiles de Hezbollah par le passé. Ce sont des questions, encore une fois, existentielles, et je pense que c'est à cela que devraient répondre les autorités israéliennes, si on peut encore parler d'autorités palestiniennes, ou plutôt de chefs d'une entité qui a l'apparence d'un État, mais qui n'en est pas un. Maître Devolé, s'agissant de ces problèmes internes auxquels est confrontée actuellement l'entité israélienne, on peut également ajouter... On peut également... Est-ce que vous m'entendez toujours, M. Devolé? M. Devolé, malheureusement, notre contact avec M. Devolé a été perdu, notre liaison. On va poursuivre notre débat avec Maître Chamy. Maître Chamy, outre les problèmes, s'agissant des problèmes internes que vous venez d'énumérer, il y a également... le fait que les Arabes qui habitent en territoire occupé se considèrent toujours comme des Arabes. Ils ont boycotté ces élections législatives et on peut s'ajouter également à cela ce qui se passe sur le hauteur du Golan. Les habitants se considèrent toujours comme des Syriens. Mais en réalité, ce qu'on appelle les Arabes de 48 ou les Arabes de 67 sont toujours des Arabes. Quelle que soit leur religion. Et moi j'ai envie de dire, même les Juifs d'avant 48 sont considérés comme des Arabes. Ils devraient être considérés comme des Arabes. Ce n'est pas parce qu'ils ont une religion distincte, si j'ose dire, mais ça ne change rien à leur appartenance à cette région. C'est comme on dirait par rapport à un Juif iranien, il est d'abord et avant tout iranien. C'est comme on parle d'un Juif syrien, il est d'abord syrien et avant tout syrien. Et Juif égyptien, ça serait pareil comme un Juif français ou un Juif américain. Le terme juif n'est pas une identité. Le terme juif, c'est une appartenance à une idée spirituelle, à une religion, à une confession, à une croyance qui n'a strictement rien à voir avec une entité nationale. Les sionistes ont voulu transformer l'appartenance à une religion en une appartenance nationale. Et ils ont jusqu'à maintenant échoué, malgré tous leurs efforts. Ça n'a pas encore abouti, raison pour laquelle vous constaterez systématiquement qu'il y a des antisionistes juifs qui se manifestent et qui se revendiquent. Cette revendication doit être signalée et soulignée. Merci. Parce que ce sont des personnes importantes qui sont en mesure d'apporter la contradiction à l'idéologie sioniste, mais de l'intérieur de la confession juive. Et ça me paraît important à rappeler. Et pour les Arabes, c'est pareil. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ils se considèrent comme appartenant à ce territoire, avec une nation, avec, je dirais, quelque chose qui les lie à une histoire qui concerne cette région-là, qui n'a rien à voir avec la religion de l'un ou de l'autre. Maître André Chamy, merci infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Alsace. Mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud Devolé qui a été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée et je vous dis au revoir amis et à très bientôt.